Votre plaisir coupable? Mon plaisir coupable? Pas le droit de dire le chocolat, je l'ai trop entendu. Non, j'aime la musique des années 80. Bah, c'est pas vraiment un plaisir coupable. Hein. Quand on parle de Julio Iglesias un petit peu. Ah ok, d'accord. Bonsoir, il est né en 1972 en Île-de-France. Il réalise à Paris des études de physique et de management. Dans son parcours, il a notamment été pendant 6 ans directeur général de Iseub, une entreprise proposant des solutions laser aux industriels du pays. Enfin, depuis début 2022, il est le tout nouveau directeur général du pôle de compétitivité Materalia. Karim Chouf, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu ici sur le plateau du Face à Face. Et justement, ce pôle Materalia, on va commencer par ça. On pose les bases, je vais y arriver. Début d'émission compliqué. Pour que tout le monde comprenne bien, expliquez-nous en quoi il consiste ce pôle. Alors, le pôle de compétitivité est une structure et une organisation particulière dans le schéma de support à l'innovation en France. Un pôle de compétitivité est un organisme créé et soutenu par la région et l'État et qui consiste à promouvoir l'innovation, à créer une synergie autour de l'innovation de manière à l'accompagner et de la développer dans un écosystème donné. Materalia est un pôle de compétitivité générique autour des thématiques matériaux, procédés et industriels. Donc nous sommes localisés à Metz. Notre siège est à Metz. Nous rayonnons principalement sur les métiers de la chirurgie, le cœur de métier de la région Lorraine, mais nous rayonnons absolument sur toute la région Grand Est et nous incluons aussi des thématiques diverses et variées sur tous les matériaux existants, les polymères, les céramiques et tout autre matériau, la biomasse, tout autre matériau pouvant être utilisé dans l'industrie et présentant des procédés. On peut être aussi bien impliqué dans une coulée dans un haut fourneau de Hucange, Florange ou autre, ou aussi impliqué dans les développements d'une puce électronique qui finira dans une fusée Ariane quelque part dans l'espace, en passant par la santé, en passant par l'énergie. Dans plein de domaines. Dans plein de domaines, là où sont impliqués les matériaux. Nous sommes impliqués sur toute cette thématique et nous rayonnons sur toute la région Grand Est. Mais donc vous parlez d'accompagnement de l'innovation. Concrètement, c'est avec les entreprises directement que vous travaillez? Alors, on a 3 acteurs qui nous accompagnent dans notre démarche. Effectivement, il y a les entreprises, les acteurs économiques. Il y a aussi les académiques. Ce qu'on appelle académiques, c'est plutôt les universités, les centres techniques. Je pense aux IRT, aux CRIT, aux CETIM, et tous ces organismes qui sont là pour promouvoir aussi les développements technologiques et l'innovation, mais aussi les institutionnels. On est soutenu dans ces démarches par la région, la ville, les métropoles de tout le territoire qui ont aussi des besoins en matériaux et en développement structurel et on essaie de les accompagner dans leur mise en place de l'innovation. Donc voilà, on est au cœur d'un système qui met en présence ces 3 acteurs et on essaie de créer une dynamique, une synergie entre ces acteurs afin d'appliquer notre stratégie et permettre les défis de transformation environnementales qui sont engagées au niveau national et au niveau européen, mais aussi de transformation vers l'usine du futur, l'usine 5.0, qui est une thématique qui nous est chère et qui est chère à beaucoup de gens en France. Vous parlez de synergie. Finalement, comment ça se concrétise sur le terrain? Quelles sont vos missions précises pour faire cette synergie? Bien sûr. Materalia est une association. Donc, lorsque l'un de nos adhérents vient nous voir avec une innovation pertinente, il trouve chez nous beaucoup de choses. Il trouve de l'écoute. Donc, on écoute son besoin, on écoute sa technologie, on la comprend et on échange ensuite avec lui autour de sa technologie et de sa technique. Cet échange va conduire à la compréhension de son problème et à la proposition de solutions. Donc, on va être le lien entre ces développements technologiques innovants et les institutionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir les académiques et ou les institutionnels, de manière à rendre audible l'innovation, non pas techniquement, mais sociétalement. J'allais dire que l'innovation, on va la transformer, on va l'accompagner, on va la nourrir. Donner de la crédibilité finalement. À la crédibiliser et à la rendre audible et accessible à un fournisseur de financement,
à un institutionnel qui va comprendre l'intérêt et la pertinence de l'innovation, ce qui n'était pas forcément le cas avant de venir nous voir, parce que l'innovation, surtout l'innovation de rupture menée par des startups par exemple, est très technologique, donc les gens ont un discours qui est vraiment technique, technologique, et qui n'est pas forcément compréhensible par un banquier, un financeur ou un institutionnel, une métropole ou autre. Et pourtant, il est nécessaire que ces gens perçoivent l'innovation et comprennent cette innovation, les intérêts, les enjeux autour de cette innovation. Et c'est à nous de faire cette traduction. Chez Materialia, nous sommes tous ingénieurs ou docteurs. Nous avons tous ce background scientifique et technique, capable de comprendre toutes les innovations possibles et imaginables. Si on n'a pas les connaissances, on les acquiert, on sait faire, et ensuite on arrive à traduire ça dans un vocabulaire, dans un discours audible par les autres partenaires et les autres parties prenantes de l'écosystème régional. Mais donc vous avez dit que les entreprises viennent vers vous, vous allez aussi vers les entreprises? Les deux. Les deux. On peut nous solliciter, on peut venir nous voir, nous proposer une problématique. Comme je vous dis, on va les écouter, on va échanger avec eux, on va proposer des solutions. C'est vraiment notre ligne directrice. C'est exactement ce qu'on fournit chez Materialia. Et on va aussi voir nos partenaires, on va aussi voir de grandes institutions du territoire, de manière à essayer de proposer des solutions. On était il y a quelques temps à l'Eurométropole de Strasbourg parce qu'on avait des choses à leur proposer. On est demain à Reims, à la métropole de Reims. On était il y a quelques temps au PAM de Saint-Gobain. Voilà, on se va aussi vers les entreprises. Et avec les entreprises, vous avez des exemples justement, autres que les métropoles? Bien sûr, bien sûr. Je citais PAM Saint-Gobain qu'on a vu il y a quelques temps, quelques jours. Sur une problématique particulière. On travaille avec des IRT, le M2P qui se trouve juste à côté de nos locaux, dans la Technopole de Metz. On était avec Archeos, on était avec plein de gens, plein d'entreprises locales qui travaillent dans divers secteurs, du numérique, des développements technologiques autour des matériaux, divers et variés. Donc on a EDF dans notre gouvernance, donc on travaille aussi avec eux sur un projet nucléaire. Donc on est complètement partie prenante dans les problématiques qui nous préoccupent aujourd'hui, à savoir ces arrêts de réacteurs, ces problèmes de corrosion au niveau des réacteurs, qui sont des problématiques matériaux. Donc on essaye de participer, de contribuer à la résolution de ce problème et cet enjeu national. Donc on a un gros projet nucléaire au sein de Materialia qui s'appelle le Nucléaria, qui vise à animer la structure nucléaire au niveau de la région Grand Est, de manière à créer une certaine synergie, une certaine dynamique, et de l'intégrer dans un projet national, parce que bien sûr, le nucléaire se gère au niveau national. Donc on interagit avec d'autres pôles de compétitivité, du nucléaire par exemple, le Nucléaire Valais, qui seront en Bourgogne-Franche-Comté, et puis d'autres acteurs majeurs, j'ai cité EDF, Orano, et puis d'autres, de manière à ce que la filière nucléaire régionale Grand Est puisse complètement trouver sa place dans le schéma national. Et c'est une lourde tâche, c'est une tâche complexe. Mais surtout en ce moment. Surtout en ce moment, les pressions sont fortes. On y arrive. On était encore il y a quelques jours en discussion avec EDF. Ils mettent toute leur énergie à essayer de faire redémarrer ces réacteurs. Voilà, la situation devrait être que mieux. Et on essaie de contribuer à notre petite échelle à ça. Mais bon, les problèmes sont complexes et sont assez sérieux. Et donc, vous offrez quelque chose à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'offres d'accompagnement matériel. Oui. Alors, on propose les axes de développement et la stratégie de Materialia, ça s'articule autour de 4 axes principaux. Alors, si on pouvait résumer les actions de Materialia, c'est 4 axes. Donc, ce sont des missions, premièrement, d'accompagnement. Donc, on propose l'accompagnement de projets innovants. On amène toutes ces structurations, toute cette organisation au projet. On les labellise aussi, on a la possibilité de labelliser les projets innovants. Et l'idée, c'est d'accompagner ce projet jusqu'à l'obtention d'un financement. Voilà pour la première mission de Materialia. C'est une mission socle qu'on fait très bien depuis très longtemps. On a une deuxième mission socle qui est la valorisation de l'écosystème, l'animation de nos réseaux. Les 3 réseaux que j'ai cités tout à l'heure, à savoir les académiques, les institutionnels et les acteurs économiques.
Donc l'animation de ce réseau, il va falloir les mettre en mouvement, les faire interagir, et ça fait partie de nos missions d'être acteurs de ça. Alors ça passe par beaucoup de choses, l'organisation d'événements, l'organisation de réunions, de la mise en relation simplement business. On a aussi un rôle d'apporteur d'affaires. Lorsqu'on vient nous voir, lorsqu'un de nos adhérents nous demande d'être en relation pour des raisons de business, et bon, on est là, on n'est pas complètement hors sol, on n'est pas dans un schéma irréel, et le business fait partie de notre réalité. Combien d'adhérents, juste rapidement? Aujourd'hui, on a entre 100 et 150 adhérents. 100 et 150. Donc, ce qui est modeste, mais c'est une action volontaire que l'on a. Au-delà de 150, c'est un peu compliqué à gérer pour nous. Dans nos structures, on a une dizaine. Voilà, on trouve qu'au-delà, on aurait du mal à les gérer. Et donc, le troisième axe stratégique, c'est la proposition. Donc, le premier, l'accompagnement. Le deuxième, la valorisation de l'écosystème. Le troisième étant l'accès à l'information. L'information au sens pragmatique du terme. En fait, c'est ce qu'on appelle, techniquement parlant, l'intelligence économique. En anglais, la business intelligence. C'est essayer d'amener une plus-value informative pour que nos partenaires puissent développer leur activité. Ça passe par des veilles diverses et variées, des veilles technologiques, concurrentielles, normatives ou autres, mais ça passe aussi par la détection de signaux faibles sur l'évolution, par exemple, du marché de l'énergie dans les prochains mois. Donc il y a plein d'informations qui circulent, que ce soit sur le web ou ailleurs, et qui peuvent être pertinentes, qui peuvent être détectées et qui peuvent alimenter un processus business. Donc on a beaucoup de demandes dans ce sens-là, et on alimente aussi ce quatrième axe. Donc nos adhérents profitent de cette expérience que l'on a, on a un service qui s'occupe de ça. Et puis le quatrième axe, qui est un axe tout nouveau, qui est de donner accès à l'Europe. De donner accès à l'Europe, à nos partenaires. Ce que j'appelle accès à l'Europe, est vaste, de s'ouvrir et de participer à des projets financés par la communauté européenne. Nous participons, nous, Materalia, à des projets divers et variés, sur diverses thématiques, des projets européens qui sont financés, qui sont rémunérateurs. Et notre objectif, c'est de proposer à nos adhérents de participer à ces projets, de les accueillir, de les introduire dans des consortia qui mènent ces projets. Donc on a des partenaires institutionnels, on a des partenaires techniques, on a des partenaires académiques, et on leur propose de participer à ces projets, sur des projets divers et variés. Ça peut traiter sur les matériaux stratégiques. On a un projet qui devrait commencer prochainement, les chaleurs fatales autour des hauts fourneaux. Ça peut être l'économie circulaire dans les villes. Voilà, beaucoup de sujets autour de l'environnement et du green en ce moment, qui est une thématique qui nous est chère et qui m'est personnellement très chère. Alors vous avez pris les rênes du pôle Materalia début 2022. Nous avions réalisé à l'époque une interview. Vous disiez vouloir faire de Materalia une structure référente dans le Grand Est. Alors après quasi un an, où est-ce qu'on en est? Ça avance. Ça avance. La tâche était ambitieuse, l'objectif était haut. Ça avance tout doucement, mais ça avance sûrement. Aujourd'hui, l'image de Materalia a complètement changé, je pense. Ça passe par son image visuelle, son image marketing. Son organisation a aussi changé. On a un nouveau logo, c'est pour ça que je dis ça, qui est en place depuis quelques temps. Ça change aussi dans notre approche des problématiques. Ça change aussi dans la vision et dans les objectifs qu'on s'est fixés. Les pôles de compétitivité, j'en ai peut-être pas parlé, mais sont des organisations labellisées par l'État. Donc la labellisation est valide pendant 4 ans. Et en octobre dernier, on a recandidaté à la labellisation pôle de compétitivité, qui ouvre droit à beaucoup de choses, et notamment des financements. Donc ce qu'on appelle la 5e phase des pôles de compétitivité. On postulait pour la 5e fois. Et on devrait recevoir notre label prochainement. On croise les doigts, normalement ça devrait être bon. Mais dans le processus de labellisation, on devait fournir une feuille de route claire et structurée. On l'a fait, on a défini cette stratégie avec ces 4 axes de développement et ces 4 axes de croissance. Ça a permis de définir une vraie vision à Materalia, de vrais objectifs, une vraie approche différente. Et puis on assume un peu plus notre côté business, qui n'est pas forcément assumé par beaucoup d'organisations étatiques ou para-étatiques. Et nous, on l'assume, on est aussi dans le monde réel, on est là pour favoriser l'écosystème, permettre
aux acteurs économiques de la région Grand Est d'accéder à des affaires locales, européennes. Donc ça passe par la mise en relation, ces projets européens, etc. Donc ça avance doucement et on a bon espoir que 2023 nous rendra référents. Mais bon, ça reste un objectif et vous savez, on fera en sorte que ce ne soit pas un vœu pieux. Alors Karim, on fait un petit break dans cette interview. On parlera après notamment du forum multimatériaux que vous organisez entre autres. Mais d'abord, on revient un peu sur votre personnalité. C'est la pause café. Première question, c'est la même pour tous. Votre café plutôt long ou court? Plutôt long. Plutôt long. Votre plaisir coupable? Mon plaisir coupable? Pas le droit de dire le chocolat. Je l'ai trop entendu. Non. J'aime la musique des années 80. Bah, c'est pas vraiment un plaisir coupable. Hein. Quand on parle de Julio Iglesias, un petit peu. Ah, ok, d'accord. Quel est votre film, livre, musique préféré? J'aime beaucoup les films de Quentin Tarantino, qui sont complètement déjantés. Votre préféré alors, peut-être parmi ces 8 ou 9 films, je ne sais plus exactement. Je les aime tous, hein, mais j'aime beaucoup Pulp Fiction, notamment. J'adore ce réalisateur parce qu'il commence simplement et puis à un moment, il pète un plomb. Il y a tout qui part en vrille. Il y a tout qui part en vrille, il sort la peinture rouge et puis il repeint les murs. Et ce côté déjanté m'interpelle un peu. Alors, vous êtes coincé sur une île déserte. On peut vous donner un seul objet. Qu'est-ce que vous prendriez? Un seul objet? Grande question. Un petit couteau. Un couteau, donc plutôt dans la praticité finalement que... Bien sûr, la survie. La survie. La qualité et le défaut que vous donneriez lors d'un entretien d'embauche, je vais y arriver. Ah, la qualité et le défaut. C'est assez facile parce qu'il suffit de prendre une qualité qui a un défaut, une qualité, et un défaut qui a une qualité. La qualité, je dirais l'intégrité. Je suis profondément intègre et je tiens à cette valeur. Et le défaut, j'aime le chocolat. Ah bah voilà, le chocolat. Quel conseil vous donneriez à la personne que vous étiez il y a 10 ans? Accroche-toi, ça va pas être simple, mais tu verras, c'est marrant. Tu t'amuseras. Et justement, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Beaucoup. Je suis assez fier de ce que j'ai mené, j'ai pas beaucoup de regrets. Je suis assez fier de ma thèse de doctorat, que c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 20 ans, mais c'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en œuvre. Je suis moi-même fils d'ouvrier, venant d'un milieu modeste, et j'oublierai jamais le jour de ma remise des diplômes, lors de ma soutenance de thèse, le regard de mon père, simple ouvrier, qui était très fier de moi. Donc j'en suis ravi, j'en suis très fier de ça. Je suis très fier de ma famille, et notamment ma femme, qui compte beaucoup pour moi, et mes enfants bien sûr, hein. Faut pas que je les oublie. Voilà, et puis tous les projets, mes entreprises, même si elles ont connu pour des raisons diverses et variées des fins un peu étranges, mais bon, et je suis content d'être chez Materalia, je suis content de ce nouveau défi, et je suis très fier de ce nouveau défi. Et j'ai vocation à faire beaucoup de bonnes choses chez Materalia et on va y arriver. C'est un tout finalement. Séquence suivante, Karim, dans la vie, vous vous intéressez à tout, ou presque en tout cas. On parlait en début d'émission du rôle d'accompagnement de Materalia avec les entreprises. Avec l'évolution technologique, est-ce que vous ressentez un besoin de se réinventer justement pour ces entreprises dans leur façon de fonctionner, dans leur mode de production? Oui. Aujourd'hui, nous, on est accompagnateurs d'innovation. L'innovation, c'est un process qui est très compliqué. On essaie de le maîtriser, mais ce n'est pas forcément facile de mettre en œuvre une innovation. Pendant mes études de MBA, j'ai eu un professeur, Norbert Alter, pour le citer que lui, qui a écrit un super livre qui s'appelle L'innovation ordinaire, qui expliquait que l'innovation n'est pas vraiment au cœur des systèmes. Elle est toujours en marge et elle est réalisée par des marginaux. Donc essayer de créer un système dans lequel arrivera à émerger une innovation, c'est très compliqué parce que ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. J'ai coutume de dire que l'innovation, c'est un peu comme les truffes. On adorerait pouvoir les cultiver, mais en fait, on n'y arrive pas trop. Donc quand on a un peu de chance, on en trouve. On sait où chercher pour les trouver, d'ailleurs. On en a plein.
mais on a beaucoup de mal à les cultiver. L'innovation, c'est un peu pareil. On essaie de faire en sorte qu'elle émerge, de les accompagner. On est facilitateur d'innovation, donc nos actions, c'est ça. Mais la recette reste encore secrète pour faire émerger une innovation. Et elle n'est pas facile à mettre en œuvre et pas sûr qu'on contrôle vraiment tout. C'est vraiment les acteurs locaux qui font ça, les rencontres avec les gens et qui initient l'innovation. Et donc, oui, l'entreprise a besoin d'innovation, mais c'est très difficile de faire émerger une innovation et de trouver un vrai innovateur. Alors vous avez dit un terme en début d'émission, l'innovation de rupture. Concrètement, en quoi ça consiste pour que tout le monde comprenne bien? L'innovation de rupture, c'est la transformation d'une invention en innovation de manière à rencontrer un marché. L'innovation, c'est on ne fait plus comme avant à travers une innovation, un objet ou un process. C'est un peu ce qui s'est passé avec les smartphones. Donc, vous avez connu les smartphones à touche. Et un jour, une personne chez Apple ou ailleurs a décidé que ça allait être des écrans tactiles et qui existaient, somme toute avant, mais il l'a combiné avec plein d'autres choses, un soft et beaucoup de choses. Il a fait émerger une nouvelle technologie. Aujourd'hui, il n'y a plus un smartphone qui ait une touche. Aujourd'hui, on a des écrans tactiles et puis ça a permis le développement de plein d'autres innovations, notamment on a un ordinateur dans notre poche aujourd'hui à travers un smartphone. Et c'est grâce notamment à Apple, à Samsung et à toutes ces grandes marques qui ont vraiment innové le marché. Donc c'est ça une innovation. Il y a une manière de faire à un certain moment et puis lorsque cette innovation émerge et rencontre son marché, on ne fait plus comme avant. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec la voiture électrique ou la voiture hydrogène qui commence à émerger. On voit bien que dans quelques années, la mobilité ne sera plus ce qu'elle a été avant. Donc on voit bien que la mise en place d'innovation au sein de la mobilité urbaine, notamment à travers les véhicules divers et variés, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est pertinent pour nous et qui est un vrai moteur pour Materalia et pour moi de manière plus personnelle. Vous avez donné plein d'exemples, mais quelle est la nouvelle technologie que vous avez vue en Moselle ou aux infos dans le monde globalement qui vous a le plus impressionné ou marqué peut-être? La nouvelle technologie qui m'a le plus marqué. Là où vous vous êtes dit, ah oui, là on passe un cap vraiment. Alors, ce matin, je discutais avec une de mes collaboratrices qui parlait d'une entreprise qui est au Technopôle de Metz, donc c'est pas très loin de là où on est, qui est lorraine, qui s'appelle Archeos, qui développe des logiciels de simulation de mobilité pour les chantiers. Donc Acreos. Acreos, oui. De mobilité sur les chantiers, et ils sont diversifiés à travers des auto-écoles et autres. C'est une entreprise moselloise, mosellienne. Mosellane. Mosellane, pardon. Ça a été développé ici et ils font partie des. Il y a 7 entreprises dans le monde qui font ça. Ils font partie du. Et j'ai eu l'opportunité de visiter. C'est impressionnant de voir leurs locaux, leurs moyens. Ils ont une croissance à 2 chiffres. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et la demande est très très forte. Et la débauche de moyens pour arriver à ça est impressionnante. Et les gens qui travaillent là-bas, l'innovation qu'ils développent est assez impressionnante. Donc voilà, ce matin, on m'a parlé de cette entreprise Archeos qui m'a un peu stupéfaite. Et c'est local. C'est mosellan. Ça vient de Moselle. On vient maintenant sur cet événement que Materalia organise, le forum multimatériaux d'ici 2023. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, le forum multimatériaux, c'est un forum qu'on va organiser sur Metz. C'est un forum, c'est sa 2e édition. Donc, il a été organisé il y a 2 ans, juste avant la crise Covid, 3 ans, à Clermont-Ferrand. C'est un forum qui réunit l'ensemble des acteurs des matériaux en France. Et il est conduit par 3 pôles de compétitivité, donc Materalia, pôle de compétitivité Grand Est, Polyméris, qui est spécialisé en polymères, qui se trouve en Bourgogne-Franche-Comté, et le pôle européen de la céramique, qui se trouve en région Aquitaine, du côté de Limoges. Donc ces 3 pôles ont décidé de faire un forum et de faire tourner l'organisation de ce forum sur toute la France. Donc c'était à Clermont-Ferrand il y a 2-3 ans. Cette année, en 2023, ça se passera en Grand Est, donc à Metz.
Et puis l'année d'après, ça se passera en région Aquitaine. Et voilà, donc on traite des thématiques matériaux. Et la thématique générique, le thème de ce nouveau forum multimatériaux, c'est les transformations pour les énergies et l'industrie du futur. Donc on va développer tout ce qui est, on va parler de tout ce qui est innovation autour des énergies du futur et de l'industrie du futur. Donc on va parler beaucoup de l'implication des polymères et des céramiques dans tous ces procédés, notamment de l'hydrogène, notamment du nucléaire, qui est un sujet d'avenir. Il va falloir qu'on le développe. Et c'est autour de ce thème, et ça aura lieu l'année prochaine à Metz. On diffusera très prochainement toute une information. Pour les dates précises. Karim, on termine rapidement avec l'autre dernière séquence de cette émission. C'est l'heure de l'addition. Alors d'ordinaire, je réalise un quiz sur les compétences de l'invité, mais pour cette fois, j'ai décidé de choisir un sujet tout autre. Je l'assume, c'est le football et la Coupe du Monde. Il me semble que vous êtes un suiveur. Alors on va voir si vous avez été attentif depuis le début de la compétition. J'ai pas eu beaucoup de temps pour suivre tous les matchs, mais j'essaie de regarder de les loin, matchs du moins, et notamment les matchs de l'équipe de France, qu'on soutient de tout cœur. Alors la première question, ça ne devrait pas être trop difficile. Quel joueur emblématique français a vu son record de buts marqués en sélection nationale être battu lors du 8e de finale entre la France et la Pologne? Alors, je peux vous donner 3 propositions ou alors vous avez la réponse cash. Directement, c'est Thierry Henry qui s'est fait détrôner par Olivier Giroud, qui a marqué son 53e but, non ? 52e but qui détrône Thierry Henry avec 51. Deuxième question, quelle nation a gagné en phase de poule contre les 2 mastodontes que sont l'Allemagne et l'Espagne? Alors je peux vous donner 3 propositions si vous le souhaitez. Le Japon, la Corée du Sud ou le Maroc? C'est le Maroc. Qui ont gagné au tir au but hier soir. Justement, c'était le petit piège, c'était en phase de poule. Ah d'accord. Et donc c'était le Japon qui a battu ces 2 équipes en phase de poule, mais le Maroc a bien évidemment... Je félicite le Maroc pour sa prestation d'hier. C'est une belle prestation, beau match. Ils se sont battus face à d'anciens champions du monde. C'était pas facile pour eux. Et bravo à eux d'avoir fait cet exploit, même si ça se passe au tir au but. Ils sont quand même au quart de finale. Et beau match en perspective contre le Portugal. Et enfin, dernière question, qui détient le record de buts en Coupe du Monde? Pour info, le record s'élève à 16 réalisations. Alors, est-ce que vous l'avez comme ça ou je vous donne... C'est un Français, je crois, non? Alors, je vous donne 3 propositions. Le Brésilien Ronaldo, l'Allemand Miroslav Klose, le Français Juste Fontaine. C'est Fontaine. Non? Et bien sur l'ensemble des Coupes du Monde disputées, c'est Miroslav Klose qui a marqué 16 buts. Juste Fontaine a le record sur une seule Coupe du Monde avec 13 buts. Un pronostic pour terminer rapidement sur le match de l'équipe de France vendredi contre l'Angleterre. Ça ne va pas être simple. C'est le premier gros adversaire de la France dans cette Coupe du Monde. Les autres étaient un peu... Ça va être un beau match. Donc allez la France, on va les soutenir jusqu'au bout. Pronostic, non, vous ne vous mouillez pas? Ils sont forts les Anglais, donc on va les battre, mais ça va être compliqué. Je vois bien un petit 1-0 en prolongation, donc, pour vous dire. Donc un petit but d'avance pour la France contre les Anglais et en prolongation parce qu'ils vont se battre les Anglais, et surtout contre les Français. 1-0, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Karim Chouf, d'avoir répondu à nos questions et de vous être prêté au jeu. Merci de m'avoir reçu. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.